On démarre ce soir donc avec un propos à la fois général et introductif qui, oui, peut répondre à la question comment vaincre, puisque depuis 30 ans nous sommes dans la défaite, on va dire, hein, comment sortir de la défaite et comment redonner de l'espoir à des travailleurs qui sont souvent aujourd'hui devenus défaitistes. Et sur quel mot d'ordre pouvons-nous le faire? Je précise que je suis au Parti communiste, que je suis à la FSU. Donc je parle depuis ces lieux-là, mais je parle librement aussi à partir de mon travail de recherche. Et mes propos peuvent venir percuter des mots d'ordre actuels du Front de gauche ou de la CGT ou de Solidaire ou de la FSU ou de la CNT ou du NPA, enfin bref, sans compter les amis du monde diplomatique, ATTAC, etc. Toute cette nébuleuse militante qui, depuis une trentaine d'années, est sur la défensive. Et je pense que cette difficulté à renouer avec l'offensive a à voir, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais a à voir avec une fausse lecture de 45. Et effectivement, cet entretien avec Patrick Zech, qui est un animateur de réseau salariat à Liège, et qui, comme entretien, se veut un ouvrage accessible et vraiment un outil de travail pour les militants. Un des objectifs de cet ouvrage, c'est de nous sortir de l'idée que 45, c'est le moment où on a mis en place de la solidarité. Je pense que c'est un très beau terme, le terme solidarité, mais que l'utiliser comme nous le faisons pour définir 45, c'est nous mettre dans une impasse et nous empêcher d'être à la hauteur de ce que Croizat et les autres ont alors mis en œuvre. Quand nous analysons 45, qui, du point de vue du salaire, est marqué par la sécurité sociale, d'une part, ça tout le monde le sait, mais aussi par le statut de la fonction publique, ça peut-être tout le monde ne le sait pas, le statut du métayage et du fermage, tout ça à l'initiative des communistes et contre tous les autres globalement. Hein. Dans une petite fenêtre de tir, entre novembre 45 et le printemps 47. Dans ce moment-là, ont été mises en place des institutions tout à fait considérables et encore aujourd'hui très vivantes, malgré les coups de boutoir des réformateurs depuis 30 ans et malgré notre grande difficulté à les promouvoir face aux réformateurs. Mais lire ces initiatives-là comme la mise en place d'institutions de solidarité, des services publics qui, parce qu'ils sont non marchands, permettent un accès plus démocratique à l'éducation, à la santé, des institutions qui permettent une solidarité entre les bien portants et les malades, entre les jeunes et les vieux, entre les célibataires et les chargés de famille, et un peu plus tard, à partir de 58, entre les chômeurs et les actifs occupés.
lire ces institutions comme de la solidarité, c'est se tromper et c'est s'empêcher de les promouvoir aujourd'hui. Parce que si nous disons que c'est la solidarité entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, donc entre ceux qui ont un emploi et ceux qui n'en ont pas, entre ceux qui sont en mesure de travailler parce qu'ayant l'âge de travailler, et ceux qui n'ont plus l'âge de travailler, entre les bien portants et les malades, etc. Nous supposons que les retraités, les soignants, les parents, les chômeurs ont des ressources parce que d'autres travaillent et que d'autres sont solidaires de personnes qui sont utiles. Personne ne niera que les retraités sont utiles, ou que les soignants sont utiles, ou que les parents sont utiles, ou que les chômeurs sont utiles, mais on va supposer qu'ils ne produisent pas et que s'ils ont des ressources, grâce à la sécurité sociale, qu'on va lire comme la satisfaction de besoins, la Sécu, c'est ce qui sert à satisfaire des besoins. Si donc ils ont des ressources et qu'ils peuvent satisfaire leurs besoins, c'est parce que d'autres travaillent, que d'autres produisent de la valeur. Et donc on va être condamné à chercher dans les gains de productivité l'origine de la sécurité sociale. C'est parce que le travail est plus productif, le travail des uns est plus productif, que les autres vont pouvoir avoir des ressources qui sont générées par un travail si productif qu'une partie de ces ressources va pouvoir aller à des gens qui ne produisent rien, qui sont utiles, mais qui ne produisent rien. Et on va dire aussi, s'agissant de l'administration, qui, elle, repose sur l'impôt, pas sur la cotisation, et là je suis dans cette deuxième grande dimension, la sécurité sociale, c'est Ambroise Croizat, le statut de la fonction publique, c'est Maurice Thorez, qui est le ministre d'État qui met en place le statut de la fonction publique en 1946. S'agissant de l'administration, de l'école, des enseignants, des salariés des municipalités, on va dire que tout ce non-marchand-là, qui est très utile pour la solidarité, puisqu'encore une fois, il permet un accès plus égal à des biens nécessaires, comme l'urbanisme ou l'éducation, la culture, que ce que donnerait le marché, eh bien que ce non-marchand n'existe que parce que le marchand est productif. Que parce que dans les entreprises capitalistes, les gains de productivité vont permettre d'assumer une production de services utiles, mais non productifs, celui des fonctionnaires. Vous voyez cette lecture de 1945, qu'il s'agisse de la fonction publique avec l'administration et l'école, qu'il s'agisse de la sécurité sociale avec la cotisation, cette lecture de 1945 suppose que le travail productif, c'est le travail qui se fait dans la sphère capitaliste marchande. Et qu'en 1945, on a été capable d'imposer au capital qu'une partie
de ce qui est produit dans la sphère capitaliste aille non plus au profit, mais au salaire, qu'on a donc obtenu une meilleure répartition de la valeur capitaliste au détriment du capital et à l'avantage des salaires, et que, s'agissant des salaires, les gains de productivité des entreprises capitalistes ont permis d'assurer du non-marchand, d'une part, et des prestations de sécurité sociale, d'autre part. Cette lecture est absolument désastreuse, et c'est cette lecture qui est la nôtre. Je pense avoir décrit ce que les uns et les autres nous dirions s'il nous fallait définir les services publics et la sécurité sociale. C'est là-dedans que nous avons été éduqués, c'est comme cela que notre culture militante s'est construite, et c'est ce qui, aujourd'hui, nous rend totalement incapables de prolonger ce que Croizat et Thorez, je prends ces figures comme des figures emblématiques, comme le rappelait Jérémie, d'un mouvement, du mouvement ouvrier qui précède largement 1945 et qui va aller jusque dans les années 70, en gros, hein, c'est depuis les années 80 que nous sommes dans la défaite. Si nous voulons retrouver la dynamique qui a conduit à la sécurité sociale et à la fonction publique, si nous voulons les promouvoir face aux attaques des réformateurs, par réformateurs j'entends le MEDEF, j'entends l'UMP, j'entends le Front National, j'entends le Parti Socialiste, j'entends la CFDT, pour prendre, disons, les grandes organisations réformatrices, si face au coup de boutoir des réformateurs, qui s'attaquent à la fonction publique et à la sécurité sociale, nous continuons à lire les services publics et la sécurité sociale comme une solidarité rendue possible par un rapport de force défavorable au patronat, d'une part, et par des gains de productivité, d'autre part, nous sommes foutus. Et nous le sommes. Comment sortir de l'impasse dans laquelle la thématique de la solidarité nous met ? Non pas en récusant le terme, hein. Je crois énormément à la solidarité. Mais en sortant de cette lecture de la solidarité comme une solidarité capitaliste, c'est-à-dire la solidarité de ceux qui ont vers ceux qui n'ont pas. Ça, c'est là. Laissons ça à la charité, si vous voulez. Hein. La solidarité dans le mouvement ouvrier, c'est pas ça, c'est la co-responsabilité. Je suis solidaire de toi, non pas parce que j'ai et que tu n'as pas. Je suis solidaire de toi parce que je suis avec toi co-responsable. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire ? Qu'est-ce qu'implique ce changement de culture de la solidarité ? D'en finir avec la vision charitable ou catho de la solidarité pour avoir une vision révolutionnaire de la solidarité. Ça suppose un travail d'abstraction que je vais faire là, brièvement, et qui constitue le premier entretien de cet ouvrage, parce qu'il faut aussitôt taper dans le dur, pas tourner autour de la difficulté. La grande difficulté de mon propos, c'est qu'il tourne autour d'une notion qui est abstraite, qui est la notion de valeur. Qu'est-ce qui vaut
dans ce que nous produisons. Qu'est-ce qui a une traduction monétaire dans ce que nous produisons? On voit bien que quand nous produisons quelque chose, il y en a qui valent et d'autres qui ne valent pas. Nous prenons, on aura l'occasion de prendre d'autres exemples dans les différentes séances dans lesquelles nous allons travailler ensemble, ou peut-être même ce soir lors du débat, mais prenons un exemple que je prends souvent parce qu'il est assez facile à comprendre tout de suite. L'activité conduire des enfants à l'école. Une activité qui est utile, conduire des enfants à l'école. Ça rend service, c'est producteur de valeur au sens de valeur d'usage, au sens de richesse, d'accord? Ça a de l'utilité sociale. Si c'est les parents qui conduisent leurs enfants à l'école, cette activité, elle a de l'utilité sociale, point. Elle vaut en tant que richesse, c'est-à-dire en tant que quelque chose qui est socialement utile, mais c'est tout. Elle n'augmente pas le PIB. Elle ne vaut pas en tant que valeur économique évaluée par de la monnaie. Or, c'est bien la question qu'on se pose. Quand on fait l'hypothèse que la Sécu, les services publics, c'est de la solidarité, on fait l'hypothèse que les retraités, les fonctionnaires, les soignants, les parents, les chômeurs ne produisent pas. Ils produisent des valeurs d'usage, ils produisent des choses utiles, mais ils ne produisent pas de valeur économique. Ils ne manquent pas le PIB. Ils ponctionnent le PIB, qui est produit par d'autres. Les autres, c'est précisément lorsque ce ne sont pas les parents qui conduisent leurs gamins à l'école, mais quand c'est une assistante maternelle. Alors elle va non seulement être utile et produire de la valeur d'usage, mais elle va aussi produire de la valeur économique. Elle sera payée, ce sera l'expression de la valeur, une partie de la valeur qu'elle produit, et puis il y aura du profit pour son employeur, si c'est un employeur capitaliste, etc., qui sera aussi une partie de la valeur qu'elle aura produite. Donc, lorsque je vais parler de travail et de production, je vais en parler dans ce sens-là. Les parents qui conduisent leurs enfants à l'école ne travaillent pas. Ils sont utiles. L'assistante maternelle qui conduit les enfants des autres à l'école, elle travaille. Non seulement elle est utile, mais elle produit de la valeur. La question est donc, est-ce que les retraités travaillent? Est-ce que les fonctionnaires travaillent? Est-ce que les soignants travaillent? Est-ce que les chômeurs travaillent? Est-ce que les parents travaillent? Notre réponse est non, puisque nous supposons que la Sécu et les services publics, c'est de la solidarité. Et c'est cette réponse-là qui nous rend totalement impuissants face aux réformateurs. Tant que nous répondrons non à cette question, nous serons dans l'impasse et nous pourrons faire tous les programmes du Front de gauche que nous voulons, nous serons, 1, inaudibles, et nous le sommes, 2, dans l'échec. Ce qu'inaugurent Croizat et Thorez, c'est une nouvelle définition du travail. Qui dit que les fonctionnaires produisent de la valeur économique. Ce n'est pas simplement des parents qui conduisent des gamins à l'école, qui sont utiles. Ils ne sont pas simplement utiles, les fonctionnaires. Ils produisent de la valeur économique. Ceux que paye l'impôt produisent de la valeur économique. Autre façon de le dire,
ce sont les fonctionnaires qui produisent l'impôt. Je répète, parce que c'est tout l'enjeu est là. Ce sont les fonctionnaires qui produisent l'impôt. Les fonctionnaires, ce n'est pas des femmes, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est qu'une femme dans le machisme, la domination masculine? Une femme, c'est quelqu'un de très utile, mais pas de peau pour elle, elle n'est pas productive. Emmerdant, on n'y peut rien, pas productive. Ah, elle est utile! On va exalter son utilité, on va lui faire des petites chansons à la fête des mères. On va la laisser passer dans les portes. On va faire des grands poèmes à la gloire de la femme éternelle. Enfin, toutes ces merdes-là, d'accord? Lorsqu'on exalte l'utilité sociale de quelqu'un, c'est toujours pour la mauvaise cause. C'est parce qu'on nie qu'il produit de la valeur économique. Regardez aujourd'hui l'exaltation sur l'utilité sociale des retraités. Méfiez-vous quand on rend hommage à votre utilité sociale. C'est qu'on se prépare à vous casser la gueule. Qu'est-ce que c'est que le féminisme? Ben, c'est les femmes qui disent « on en a marre de la fête des mères ». Arrêtez de faire bosser nos gamins à l'école maternelle pendant 1 mois à coller des nouilles sur les boîtes de fromage pour la fête des mamans. On en a marre d'être utile. On veut être reconnu pour notre contribution à la production de valeur économique. On en a marre de laisser l'espace public aux hommes. Eh bien, les retraités, les fonctionnaires, les parents et les chômeurs sont aujourd'hui dans la situation des femmes. Et ils le sont avec notre complicité, parce que c'est comme ça que nous les définissons. Utiles, mais pas productifs. C'est-à-dire que nous nions la conquête majeure du mouvement ouvrier au XXe siècle, une autre définition du travail que sa définition capitaliste. Qui nous condamne, si nous ne la voyons pas, à chercher le salut dans une meilleure répartition de la valeur ajoutée. Dans une croissance de la valeur ajoutée par des gains de productivité. Alors que le PIB de nos pays, depuis 1945, il a augmenté par des lieux où il n'y a pas beaucoup de gains de productivité. L'éducation, la santé, la culture. Il n'y a pas énormément de gains de productivité. C'est par là qu'il a augmenté. Il n'a pas d'abord augmenté par la valeur capitaliste. Il a d'abord augmenté par la valeur créée par ceux que payent l'impôt et la cotisation. C'est d'abord ceux-là qui ont fait grandir la valeur parce que au lieu de produire l'éducation ou la santé dans la sphère capitaliste, on l'a produite d'une façon anticapitaliste, par des gens qui ont un salaire à vie, qui ne mettent en valeur aucun capital, qui ne produisent pas de marchandises capitalistes, qui ne sont pas soumis à la dictature du temps. Ils le deviennent avec les réformateurs. Les réformateurs introduisent les méthodes capitalistes de gestion des services publics, bien sûr. Mais la grande dynamique économique qu'ont connue nos pays
dans ce qu'on appelle prétendument les 30 Glorieuses, c'est qu'elles ont connu une très forte croissance de l'impôt et des cotisations sociales. Dans le PIB de 1945, il y a extrêmement peu d'impôts et il y a très peu de cotisations sociales. Et puis pendant, enfin, on va dire dans le PIB de 1920 plutôt, voilà. Dans le PIB de 1920, il n'y a pratiquement pas d'impôts. L'impôt sur le revenu a été inventé en 1914. C'est tout à fait récent. Beaucoup de fonctionnaires sont des bourgeois qui ne sont pas payés. Ils sont là au XIXe siècle. Vous avez des tas de bourgeois qui tiennent des rôles dans la fonction publique, mais ils ne sont pas payés. C'est des rentiers qui assurent ce qu'assurent aujourd'hui les fonctionnaires. Et quant à la cotisation, elle n'existe pas pratiquement. En 1920, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la valeur économique, elle est presque exclusivement soit de la petite production marchande, dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans le commerce. Le PIB, c'est la mesure de la valeur économique qui est créée. On additionne la valeur économique créée par les assistantes maternelles, enfin, etc., etc. Les entreprises, on prend la valeur ajoutée des entreprises, on additionne, et on a le PIB. Et la structure du PIB change complètement au cours du XXe siècle. Alors, le travail indépendant disparaît, pas totalement, mais pour beaucoup. Les agriculteurs, les commerçants, les artisans voient leur part dans la valeur ajoutée diminuer considérablement. Ces travailleurs indépendants deviennent des salariés pour l'essentiel. Le mouvement n'est pas fini, c'est pour cela que vous avez des pressions énormes pour en finir avec les médecins comme travailleurs indépendants, les pharmaciens comme travailleurs indépendants, les notaires comme travailleurs indépendants. Enfin, toutes les professions, les experts comptables, qui est-ce qui faisait grève encore là, il y a 15 jours, j'en oublie. Oui, les pharmacies, bon, j'ai donné, les notaires, bon. Bon. Toutes ces professions indépendantes, qui sont restées indépendantes parce que la loi interdit que des capitalistes soient majoritaires dans les sociétés d'exercice libéral. Alors qu'elle n'a pas interdit que Amazon se substitue aux libraires. Elle n'a pas interdit que les minotiers se substituent à l'initiative des boulangers. Elle n'a pas interdit que la ferme des 1000 vaches se substitue aux fermes indépendantes. En revanche, la loi interdit que des groupes capitalistes soient actionnaires majoritaires d'une pharmacie, d'un groupe d'exercice médical, etc., etc. C'est ce verrou-là que le gouvernement actuel veut faire sauter. Parce que 15% du PIB est encore produit par des travailleurs indépendants, ça échappe au capital. Le capital ne se met pas en valeur dans l'activité des notaires, dans l'activité d'une série d'artisans aussi qui sont protégés, dans l'activité des médecins. Et il s'agit de faire sauter ce verrou. Et lorsque l'on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. On va dire que c'est des gens qui sont trop riches, parce qu'ils ont un monopole et qu'ils pratiquent des tarifs invraisemblables. Et on va engager toute une campagne, qui est la campagne typique de l'extrême droite. Ah, si on supprimait les intermédiaires, c'est comme cela qu'on a supprimé les commerçants pour faire des grandes surfaces, avec le beau résultat que l'on sait. Un urbanisme, tous les débuts de nos villes commencent par cet urbanisme épouvantable de la série de grandes surfaces et des espèces de machins qu'on accroche autour. Une disparition des travailleurs indépendants du commerce
et surtout, d'une manière tout à fait dramatique, une baisse massive des salaires et des salariés de la grande distribution, et surtout des producteurs qui se font imposer des prix absolument invraisemblables. Le capitalisme, et l'extrême droite en est l'expression la plus pure du capitalisme, le capitalisme, c'est la baisse des prix pour faire baisser les salaires. Toute revendication de baisse des prix est une revendication d'extrême droite. Donc le travail indépendant, sauf dans les quelques secteurs que la loi a préservés de l'arrivée massive du capital, a disparu. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la croissance du PIB ne s'est pas faite d'abord par la croissance de la valeur capitaliste. Ce n'est pas d'abord dans les entreprises capitalistes que le PIB a augmenté. En tout cas, jusque dans les années 80. La croissance du PIB a été le fait de travailleurs qui ne sont pas des travailleurs indépendants, sauf exception, les médecins, tous les soignants conventionnés qui sont payés par la sécurité sociale, donc ça reste quand même très important. La sécurité sociale a été un lieu de préservation du travail indépendant considérable chez les soignants. Pour l'essentiel, donc, pas pour l'essentiel, mais pour la majeure partie, la dynamique la plus importante de la croissance du PIB entre 1930 et 1980, c'est la hausse de la part qui est produite par les fonctionnaires et par la sécurité sociale. C'est là qu'il y a la plus grande dynamique, parce que la lutte de classe impose que ce soit des services publics qui assument l'école et non pas du capital, comme dans les pays où il n'y a pas eu cette lutte de classe, que ce soit des cotisations sociales qui financent le travail des soignants et non pas la logique du capital, comme aux USA par exemple. Et du coup, on a inventé une autre pratique de la valeur économique. Et évidemment, le capital n'a jamais accepté cela. Et il a repris la main au cours des années 80, depuis que le PS et la CFDT sont venus à son secours. Avant, quand il y avait une dynamique anticapitaliste partagée par toute la gauche et par la majorité du mouvement syndical, le capital a perdu la main. Le moment décisif où le capital reprend la main, c'est lorsqu'il réussit à faire passer de son côté, avec des gens qui ont été décisifs, Michel Rocard et la seconde gauche, Pierre Rosanvallon chez les intellectuels, François Furet, enfin, etc. Jacques Delors, enfin, vous voyez toute cette nébuleuse-là, Piketty aujourd'hui, bien sûr. Lorsque il a réussi à faire des alliés, et aujourd'hui c'est éclatant, ça a été moins éclatant, enfin ça s'est construit progressivement, aujourd'hui c'est absolument éclatant bien sûr, à se faire des alliés chez une partie de ceux qui jusqu'ici avaient soutenu une alternative à la production capitaliste de la valeur. Soutenu parfois du bout des dents, ce sont des socialistes qui ont éliminé les communistes en 1947, bien sûr, évidemment. Mais enfin, on peut dire qu'il y avait une relative cohérence qui a complètement sauté depuis 30 ans.
dans tous les pays de l'Europe occidentale. Quel est l'enjeu de lire correctement la dynamique des années 1920-1980? Non pas comme un partage de la valeur économique par une plus grande part au travail et une moindre part au capital, par un partage des gains de productivité au bénéfice de gens utiles mais non productifs, mais comme l'invention d'une nouvelle pratique de la valeur économique et donc d'une nouvelle définition du travail. L'enjeu est décisif. Si nous disons que les fonctionnaires ne produisent rien, nous sommes dans l'aliénation complète. Ça veut dire que seuls ceux qui se soumettent au marché du travail capitaliste, qui produisent des marchandises capitalistes, qui sont soumis à la dictature du temps, dans la mesure de leur production, de la valeur de leur production, dont l'investissement est financé par les marchés financiers, seuls ceux-là produisent de la valeur. Et qu'on n'a rien inventé au XXe siècle. Le mouvement ouvrier n'a jamais été révolutionnaire. C'est ça que ça veut dire. Et on comprend que quand le mouvement ouvrier est devenu non révolutionnaire, ce qu'il est aujourd'hui, il n'est pas révolutionnaire aujourd'hui, on comprend que, du coup, en quelque sorte, pour justifier le fait que nous ne soyons plus révolutionnaires, nous disions que nous hurlions avec les loups, en disant non, de toute façon, le mouvement ouvrier n'a jamais été révolutionnaire. Il a tout juste pu, dans un rapport de force favorable, alors là, on défile tout le baratin, mais entièrement faux, d'un patronat qui avait perdu la main parce qu'il avait collaboré, etc., etc., des âneries historiques monumentales. On justifie notre échec actuel en disant « mais le mouvement ouvrier n'a jamais été révolutionnaire ». À l'université d'été du Parti communiste cette année, j'ai eu un débat avec le Duigou. Il m'a dit « non, 45, c'est pas révolutionnaire ». Voilà. On comprend que des gens qui ont renoncé à faire la révolution disent qu'il n'y en a jamais eu. 45, c'est révolutionnaire. Construire une classe révolutionnaire, c'est être candidat à la direction de la valeur économique à la place de la classe dirigeante. C'est ça. Une classe révolutionnaire, c'est une classe qui est candidate à diriger la valeur économique à la place de la classe dirigeante. Entre 1920 et 1970 à peu près, il y a une classe révolutionnaire en France qui est candidate à la direction de la valeur économique à la place de la classe dirigeante. Il ne se bat pas pour mieux répartir la valeur capitaliste. Moi, je suis un militant tout à fait discipliné. Je participe à des manifs. La solution, une meilleure partage des richesses. Je me dis, quand est-ce qu'on va arrêter de dire des conneries? Taxons le capital. Taxer le capital, c'est le légitimer. S'il y a moins de dividendes, pas de pot, il n'y aura plus rien à taxer. C'est emmerdant. Si on finance la Sécu par une taxe, jamais le mouvement ouvrier, quand il était révolutionnaire, n'a financé la Sécu en taxant le capital. Jamais. Il a financé la Sécu par une hausse du taux de cotisation, bien sûr. Tout le temps. Le taux de cotisation est de 32% quand Croizat arrive au pouvoir. En fin des années 80, même pas début, parce que le cotisation n'a pas augmenté dans le régime général depuis 1979. Enfin, disons, fin années 70, début 80, on est à 66% du salaire brut. Le mouvement ouvrier était capable de plus que doubler le taux de cotisation. Plus que doubler. Passer de 32% du salaire brut à 66% du salaire brut. Est-ce que ça a baissé les salaires? Pas du tout.
Parce qu'en même temps, il s'est battu pour la hausse du salaire brut, bien sûr, pour que les cotisations qui augmentent, les cotisations salariales, n'aient aucun impact négatif sur le salaire net. Et c'est un mouvement ouvrier qui ne se battait pas pour l'emploi, qui se battait pour le salaire. Ça, on verra ça demain. Plein d'emploi ou plein salaire, c'est pour une autre fois. Hein. Mais je pose un peu les cartes quand même sur la table. Hein. « 45, ce n'est pas la capacité de piquer du profit au capital. Puis pas de peau n'a plus la capacité parce que la mondialisation fait qu'on a perdu la main. Il faut arrêter de se consoler avec ce genre de stupidité. 45, c'est la marginalisation du capital dans la production de la valeur, par l'affirmation que quelqu'un qui a un salaire à vie, qui ne passe jamais par le marché du travail, qui n'a pas d'employeur, produit de la valeur économique. Ça, c'est le statut de la fonction publique. Thorez. Salaire à vie. Qualification liée à la personne, dans le grade. Un fonctionnaire est payé pour son grade, pas pour son poste. Jamais de passage par le chômage. Bien sûr que les réformateurs depuis 30 ans essayent d'en finir avec tout ça, évidemment, mais ils ont bien du mal. Quand Sarkozy a fait sa loi pour faire intervenir le chômage dans la fonction publique, il a échoué. Je parle de la fonction publique d'État, parce que, hélas, dans la fonction publique territoriale, les maires sont des employeurs. Ça, c'est une catastrophe, hein, ça c'est sûr. Mais dans la fonction publique d'État, il y a un salaire à vie sans employeur. Un vague employeur qui est l'État. Enfin, personne, le supérieur hiérarchique ne peut pas me dire « je t'embauche, je te licencie ». C'est impossible. Il ne peut pas bouger mon salaire parce que je ne lui plais pas. C'est impossible. Le fonctionnaire d'État est payé pour son grade. C'est pour cela que les réformateurs veulent en finir avec la fonction publique d'État et multiplier la fonction publique territoriale. Et ensuite casser la gueule à la fonction publique territoriale. C'est ça le programme. Il est clair, il est simple, ils annoncent en plus ce qu'ils veulent faire, donc on n'a pas besoin d'aller chercher, décrypter des projets, ils sont explicites. Hein. Le problème, c'est qu'on est hébété devant cette affaire. C'est ça la question. On est tétanisé. Ou génial, l'un ou l'autre. Nos tracts, 95% de plaintes, de dénonciations. L'alternative, rien, jamais. Les 5 lignes qui restent, peut-être. Assez vagues. Et toujours sur le futur, jamais en s'appuyant sur le passé. Puisque le passé est lu à contresens. L'invention massive du statut de la fonction publique de Thorez, c'est de dire qu'il n'y a pas besoin de passer par le chantage à l'emploi pour être reconnu comme producteur. Dans le capitalisme, il faut passer par le chantage à l'emploi pour être reconnu comme producteur. Et d'ailleurs, beaucoup de l'éducation que nous faisons de nos enfants consiste à les habituer à répondre aux exigences du marché du travail. On les conduit dans des salons d'orientation, dès la 5e, histoire de les bien formater leurs projets pour qu'ils appauvrissent leurs ambitions, pour les aligner sur les exigences du marché du travail, cette divinité à laquelle nous sacrifions notre bonheur collectif. Ça, c'est le capitalisme. La fonction publique, il n'y a pas de marché du travail. Il n'y a pas d'employeur. On n'est jamais demandeur d'emploi. Parce qu'on a un salaire à vie. Il y a de la mobilité, bien sûr, mais qui ne passe pas par le marché du travail. C'est pour cela que lorsque Anicet Le Pors, ministre communiste lui aussi, de la fonction publique, tente de supprimer le rôle d'employeur des maires pour que les fonctionnaires territoriaux soient de vrais fonctionnaires, ben, il n'y parvient pas.
Notre 83, elle est très ambiguë, cette question, parce que Defer, évidemment, veille au grain, c'est lui l'homme fort du gouvernement sur ces questions-là. Le Porce, il fait ce qu'il peut. Remarquable ministre. Mais il n'a pas la main. Et puis dès 86, dès la première cohabitation, la droite restaure la plénitude du rôle d'employeur des maires. Jamais un gouvernement ultérieur, y compris la vraisemblable gauche plurielle qui pendant 5 ans est le gouvernement qui privatise le plus depuis la Libération, ne revient sur ce qui fait que les fonctionnaires territoriaux ne sont pas vraiment des fonctionnaires. Parce que si vous avez un employeur, vous n'êtes pas fonctionnaire. Un fonctionnaire n'a pas d'employeur. Un fonctionnaire a un grade. Et ce grade, c'est un attribut de sa personne. Vous voyez que si nous lisons ce que fait Thorez pour ce qu'il fait, et non pas pour ce que le récit des vainqueurs en fait, bien sûr, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Les ministres communistes disparaissent vite de la circulation, oui. Mais si nous-mêmes sommes porteurs de cette histoire, qui vole l'histoire populaire, j'ai vu ici qu'il y avait des bouquins qui essayent de restaurer l'histoire populaire des Alpes-Maritimes. C'est très important de restaurer l'histoire populaire. Elle est toujours volée par la classe dirigeante. La classe dirigeante nous vole 45. Et la preuve qu'elle nous le vole, c'est que nos organisations racontent du pipeau sur 45. Tellement nous sommes aliénés à ce récit, tellement il est fondamental pour une classe dirigeante. Ça s'exprime Gramsci. Réfléchissons bien aux écrits de prison de Gramsci. Gramsci, c'est le secrétaire général du plus puissant parti communiste d'Europe occidentale, entre les deux guerres, parti italien. Il est en tôle. Mussolini est au fait de sa popularité. Il ne peut pas se consoler en disant, comme nous avons dit en 2010, après l'échec des retraites, on a perdu, d'accord, mais on a gagné la bataille des idées. Enfin, ce slogan monstrueux qu'on a été capable de tenir. Gramsci ne peut pas se réfugier à cette affaire. Il a perdu la bataille des idées. Et justement, c'est ce qu'il va théoriser. Il va réassumer le concept d'hégémonie. Et il va dire une classe dirigeante est dirigeante tant qu'elle est hégémonique, c'est-à-dire tant qu'elle convainc ceux qu'elle domine de son récit du réel. Nous sommes dans cette situation où nous n'avons pas de récit autonome du réel. Notre récit du réel, c'est celui de nos maîtres, qui nous disent « mais il n'y a que dans la logique du capital qu'on produit de la valeur ». Si on n'est pas dans la logique du capital, marché du travail, actionnaire, crédit par les marchés financiers, mesure de la valeur par le temps, on est utile. Mais parce qu'on ne produit pas de valeur, on dépend de la productivité de la sphère capitaliste et on dépend de la solidarité entre les productifs et les improductifs. Ça, c'est le récit de nos maîtres qui disent « Vous n'avez rien inventé au XXe siècle. Vous n'avez jamais fait la révolution et vous ne la ferez jamais. Il n'y a de valeur que capitaliste. Tout ce que vous pouvez faire, c'est, dans certains moments favorables, comme ça, 1 ou 2 ans par siècle, nous piquer une partie du profit. Ok, bon, on le récupère après de toute façon. Et puis tout ce que vous pouvez faire, c'est bosser pour que les gains de productivité permettent de réduire le temps d'emploi, d'augmenter la durée de la retraite, de payer des gens utiles mais non productifs. Or, c'est hélas notre récit, le nôtre aussi. Alors que
si le mouvement communiste, si la CGT ont mobilisé des centaines de milliers de personnes qui, pour beaucoup, ont laissé leur peau dans l'affaire, ont laissé leur honneur, ont laissé des tas de choses de leur existence, ce n'était pas pour grappiller des parts sur le capital. C'était pour imposer une autre pratique de la valeur que la pratique capitaliste. C'était pour définir le travail autrement. Et dire que des gens qui n'ont pas d'employeurs, pas d'actionnaires, pas de prêteurs, qui financent l'investissement sans prêt, sans crédit, qui ont une mesure de la valeur autre que celle du temps de travail. Ces gens-là produisent de la valeur économique. On peut produire en étant libéré de la pratique capitaliste de la valeur. Et on produit déjà le tiers du PIB aujourd'hui. 150 milliards du PIB est produit par les fonctionnaires. 550 milliards du PIB est produit par les retraités, les soignants, les parents et les chômeurs. C'est les cotisations sociales. 550 plus 150, 700, pour un PIB de 2000 milliards. Donc c'est quoi retrouver l'offensive? C'est produire 2000 milliards sans actionnaires, sans marché du travail, sans crédit et sans mesure de la valeur par le temps. On en produit déjà 700. Vous voyez que nous avons là un enjeu absolument décisif. Hein? Si nous disons que, mais non, les 700 milliards de l'impôt qui payent les fonctionnaires et des cotisations qui payent les retraités, les soignants, les parents et les chômeurs, mais c'est quelque chose qui est piqué sur la valeur produite par les autres. Et on est d'accord, parce qu'on est pour la solidarité. On retire même le mot piqué. Et on va même se battre dans nos tracts pour dire que ce n'est pas des charges. Mais on peut très bien récuser le mot charge et raisonner comme si c'était des charges. Si on dit les retraités ont des pensions qui relèvent de la solidarité intergénérationnelle, ben nous disons donc que la cotisation vieillesse, c'est une charge. Les retraités sont à la charge des actifs occupés, que je sache. Le nombre de gens qui disent « Ah mais moi je... Ah non, non, mais Bernard, moi non, dès que je vois le mot charge dans un tract, je le barre, je mets cotisation. » Et alors, si tu penses que le retraité a une pension au titre de la solidarité intergénérationnelle, tu considères que la cotisation retraite, c'est une charge, que le retraité ne produit pas la pension qu'il reçoit. Et si tu diffuses une NVO annuelle disant comment ne pas payer 1 euro de plus d'impôts, tu considères que l'impôt, c'est une ponction sur la valeur que tu produis, toi, et qui va à des femmes très utiles, mais pas productives. Les fonctionnaires. Tous les... Écoutez, Croizat est mort à 50 ans, d'accord? Il n'est pas mort à 80 ans. Totalement épuisé. Après avoir été au bagne, il était député communiste, entre 40 et 43, il était au bagne en Algérie, enfin, etc., etc. Bien. Encore une fois, ne faisons pas mourir une seconde fois les militants qui ont créé les institutions dont nous vivons aujourd'hui, en disant que ce n'était pas révolutionnaire, en disant qu'ils ont fait des avancées démocratiques. Moi, je suis au Parti communiste depuis 1969, on ne parle que des avancées démocratiques de 1945. Ce n'est pas une avancée démocratique, 1945. C'est le début d'institutions révolutionnaires qui changent la donne en matière de production de valeur économique.
pourquoi nous sommes aujourd'hui incapables d'être victorieux sur les retraites. Pour la même raison que nous sommes incapables d'être victorieux sur la fonction publique. Les fonctionnaires, rappelez-vous quand même comment ils se défendent aujourd'hui, hein? Les fonctionnaires, prenez des enseignants, ils essayent de mettre de leur côté les parents comme usagers en disant « Attention, les services publics sont en danger ». C'est-à-dire qu'ils s'adressent aux autres en tant que consommateurs. Et moi je me souviens de la votation sur la Poste qui m'avait totalement scandalisé, hein. Tous les tracts de la votation sur la Poste insistaient sur le fait qu'on allait perdre le service public de la Poste. Rien sur le statut des postiers. Rien. Alors que l'enjeu décisif de la mutation de France Télécom et de la Poste, c'est le statut des postiers, bien sûr. C'est pas le service public. Nos adversaires ne sont pas contre les services publics. Ils sont contre les fonctionnaires. Ah, des services publics sans fonctionnaires. Mais c'est un rêve. Pourquoi ? Parce que les fonctionnaires, c'est un coin, mais décisif, contre la définition capitaliste du travail. Voilà des gens qui n'ont pas d'employeur, qui ne vont pas sur le marché du travail et qui travaillent. Ben non, ils ne travaillent pas. Ben non, ils sont utiles. Et donc des fonctionnaires qui défendent leur utilité sociale. Moi, je suis à la FSU. Un jour, mon secrétaire général me montre le tract, une affiche, en me disant « Toi, on a fait une affiche sur fier du service public ». Je lui dis « Mais quand est-ce que tu ferais une affiche fière de la fonction publique ?» Jamais. Les fonctionnaires font le dos rond. Ils ont réussi à se convaincre eux-mêmes que ils ont quand même le privilège de l'emploi à vie. Ce qui est une lecture absolument fausse. Les fonctionnaires aujourd'hui sont les plus mobiles des salariés. Dans le privé, il y a une telle peur de ne pas retrouver d'emploi qu'il n'y a plus de démission. Bon, il y en a qui sont maquillés en rupture conventionnelle, mais la durée moyenne d'emploi dans le privé, il augmente. Hein. Les statistiques sont assez stupéfiantes là-dessus. Hein. Les gens s'emmerdent éventuellement, ils ont la trouille, mais ils restent. Ils restent. Donc les plus mobiles, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui les plus mobiles des salariés, c'est les fonctionnaires. Forcément, eux, ils n'ont pas la trouille de ne pas retrouver d'emploi, puisqu'ils ne relèvent pas de la logique de l'emploi. Donc un fonctionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui a un emploi à vie, c'est quelqu'un qui a un salaire à vie. Et pourquoi ça accroche tellement la bouche d'un militant, l'idée du salaire à vie? Nous sommes à ce point aliénés à l'emploi que nous pensions que seul l'emploi est la matrice du travail? Mais j'ai mes contradictions, même, comme parent. Hein. Bon, quand j'ai un gamin de 20 ans qui n'est pas encore sur le marché du travail, quand il a 20 ans, 25 ans, ça commence déjà à être inquiet. 30 ans, mais apprends à te vendre, enfin. Vous voyez, hein? Notre aliénation. Alors que, Dieu merci, aujourd'hui, des tas de jeunes, et parmi les plus éduqués, ne veulent pas du marché du travail. Ils inventent avec le RSA, avec le chômage, ils bricolent. Hein, mais pour ne pas dépendre d'un employeur, pour ne pas être demandeur d'emploi, ils refusent le chantage à l'emploi. Ils cherchent des formes moins subordonnées de travail. Mais c'est à ceux-là qui sont absents, d'ailleurs, ici, ce soir, pour l'essentiel. Hein, mais j'y suis habitué. Hein. Mais ils n'étaient pas absents du tout hier à Bruxelles, j'étais dans un lieu alternatif, là il n'y avait que des trentenaires. C'était passionnant aussi. Hein. Moi, mon obsession, c'est qu'on fasse le pont entre ces trentenaires qui n'ont aucune expérience de la tradition cégéto-communiste, dont je suis porteur moi, et puis la tradition cégéto-communiste qui les ignore. Voilà. Lorsqu'on fera le pont, alors on retrouvera l'offensive. Mais faire le pont, ça suppose que l'on puisse dire à ces jeunes « mais tu as droit au salaire à vie », puisqu'on l'a inventé avec les fonctionnaires. Et j'en viens à la retraite. Tu as droit au salaire à vie puisqu'on l'a inventé
avec la retraite. Quel est le but de la réforme en matière de retraite? C'est de dire la seule légitimité à la retraite, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. Et vous voyez bien que ça a à voir avec tout ce que je viens de dire. Hein? J'ai produit de la valeur quand j'avais un emploi. Quand j'ai plus d'emploi, ben, je ne produis plus de valeur. J'étais un homme, je deviens une femme. La seule façon pour moi d'avoir des ressources, quand je ne produis plus de valeur, puisque j'ai plus d'emploi, puisque la classe ouvrière n'a pas été révolutionnaire et qu'elle n'a pas inventé le salaire à vie comme substitut de l'emploi, comme matrice du travail. Ce qu'elle a fait, précisément. Elle a commencé, il faut que nous allions au bout, hein, pour que tous les salariés relèvent du salaire à vie. Bien, mais j'achève le raisonnement de la CFDT. C'est le raisonnement type du PS, de la CFDT, pour prendre ceux qui sont à gauche, les Verts aussi sont sur ce raisonnement-là. Attaque est sur ce raisonnement-là. Enfin, il y a beaucoup de monde, hein, hélas. Hein, Lorsque lorsque je suis retraité, je ne suis plus productif. La seule façon donc d'avoir des ressources, c'est que ceux qui sont productifs m'en donnent. Et quand j'ai oublié le Parti communiste est sur cette position-là. Hein. Solidarité intergénérationnelle. Ça veut donc dire que ceux qui sont actifs aujourd'hui sont les seuls productifs, d'accord? Et les retraités n'étant pas productifs, ben, il faut bien qu'ils aient des ressources qui viennent du travail des autres. Ah oui, mais c'est solidaire. Parce que quand j'ai été actif moi-même, j'ai été solidaire des retraités et j'attends d'un pacte social. J'ai encore été saisi hier par un journaliste de l'Huma Dimanche d'une demande d'entretien où je dois montrer que la Sécu c'est un pacte social. Vous pensez bien que je n'ai pas fait cette démonstration-là. J'espère que ce sera publié dans le numéro la semaine prochaine de l'Huma Dimanche, je vous y renvoie. Hein, mais il y a eu un pacte social, d'accord, qui fait que ben, on attend bien sûr de la génération nouvelle qu'elle fasse ce qu'on avons fait nous avec la génération ancienne. Lecture absolument capitaliste du réel. On ne produit que quand on est soumis au capital, et quand on ne l'est plus, ben, on n'est plus productif. Alors que, la fonction publique nous dit, bien sûr que non. On produit lorsque l'on est dans une situation de salaire à vie, et la retraite nous dit la même chose. Le mouvement ouvrier s'est battu autour des termes fétiches qui sont taux de remplacement. La retraite, ça doit remplacer le salaire. 75% du brut, c'est-à-dire 100% du net, si je sais compter. Ça va? À 55 ans. Je cherche encore quel est le congrès de la CGT qui a décidé qu'on passait de 55 à 60. Il n'y en a pas eu un seul. Le dernier congrès de la CGT qui est causé retraite, c'est celui de 95 qui dit 55 ans. Mais depuis, jamais les adhérents n'ont été invités à redéfinir que c'était 60. C'est pas du tout une initiative démocratique, cette affaire. Hein. Mais je ne veux pas désigner à la vindicte publique des dirigeants. Les dirigeants sont tout à fait à la mesure des adhérents. C'est pas ça, c'est pas le problème des dirigeants. C'est le problème que les adhérents eux-mêmes. Moi, je participe à toutes les manifs de retraités. J'étais encore à la dernière. C'est terrible, le 30 septembre. Hein? Droit à une retraite décente. Vous vous rendez compte? Je suis plus productif. On va quand même pas me tuer. J'ai droit à une retraite décente. C'est exactement la même chose que les femmes au foyer. Quand on était dans le salaire d'appoint, vous vous rappelez? Vous avez un salaire d'appoint, les femmes. Hein? Quand est-ce que les retraités vont être aussi vindicatifs que les féministes?
Quand est-ce qu'ils vont accepter ce mépris fondamental qu'il y a à exalter l'utilité sociale de quelqu'un en niant qu'il contribue à la production de valeur économique? Or, précisément, tout l'effort du mouvement ouvrier contre l'Agirc-Arrco, je rappelle quand même que l'Arco a été créé par FO et le patronat contre le régime général et contre la CGT dans les années 50. Aujourd'hui, vous avez des administrateurs CGT de l'Arco qui ne le savent même plus. C'est catastrophique. La logique de l'Arco, c'est une logique capitaliste. C'est paritaire. Paritaire, ça veut dire que c'est toujours le patron, d'accord? Ça, tout le monde le sait maintenant, je pense quand même. 2, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. Chacun a un compte, on traduit ses cotisations en points, et tous les ans, on reçoit le compte de ces points, on accumule. C'est un compte notionnel, dirait Piketty. Piketty, c'est le grand chantre de l'affaire. Il veut que toute la sécurité sociale soit sur le modèle de l'Agirc-Arrco. C'est pour ça que si à la CGT, on n'est pas vent debout contre l'Agirc-Arrco, c'est foutu. C'est qu'on a perdu complètement nos fondamentaux. Donc, et c'est tout le discours de Berger, la CGT nous dit, la seule mesure équitable de la pension, c'est la somme des cotisations de carrière. Chacun doit récupérer dans ses pensions la somme de ses cotisations de carrière. On est bien dans « j'ai cotisé, j'ai droit » de la solidarité interprofessionnelle. Quand j'étais actif, j'ai donné toutes mes cotisations à d'autres. Quand je suis retraité, je récupère mes cotisations. Évidemment, ce n'est pas mes cotisations, puisqu'il y a de la répartition. Mais les cotisations actuelles des autres doivent me permettre de récupérer mes cotisations passées. Et donc, ce qui est équitable en matière de pension, c'est de calculer la pension à partir des cotisations de carrière. Ce que fait l'Agirc-Arrco. Et ce que font les réformateurs, qui centrent tout le débat sur la carrière. 30 ans, pas 30 ans, 37 ans, 40 ans, est-ce qu'on va compter les années d'apprentissage dans la carrière? Est-ce qu'on va compter les années d'études dans la carrière? Est-ce qu'on va compter les temps de travail, temps de chômage non indemnisé dans la carrière? Si nous mettons le petit doigt là-dedans, bon, je lis tellement de tracts dans lesquels nous avons mis plus que le petit doigt là-dedans, la main complète et le bras complet, on pourrait améliorer le calcul de la carrière en comptant les années d'études. Mais c'est nier tout ce qui a motivé le mouvement ouvrier contre l'Agirc-Arrco au bénéfice du régime général et du statut de la fonction publique. Le statut de la fonction publique, qui va servir de modèle à toutes les revendications du privé en matière de retraite, les revendications du syndicalisme de transformation sociale. Je ne parle pas du syndicalisme d'accompagnement de la réforme, bien sûr, qui n'a jamais été sur ses positions, qui a toujours défendu, qui a créé l'Arco, FO a créé l'Arco, donc ils ne peuvent pas être contre. L'Arco n'existe que parce que le salaire pris en compte dans le régime général est plafonné. Sinon, l'Arco n'existerait pas. Qui se bat aujourd'hui à la FSU, à la CGT, à Solidaire, à la CNT contre le plafond? Personne. Alors que c'est le cœur de la bataille, déplafonnement. C'est le cœur de la bataille jusqu'aux années 70. Déplafonnement du régime général. La CGT est absolument contre l'Arco. Et la revendication constante, c'est déplafonnement du régime général. Le régime général doit attribuer la pension sur la totalité du salaire, et non pas sur le salaire sous plafond. Quelle est la différence entre l'Arco et l'Agirc? Mais elle est décisive. Entre l'Arco et l'Agirc d'un côté et le régime général ou celui des fonctionnaires de l'autre.
c'est que la référence, ce n'est pas la somme des cotisations, la référence, c'est le meilleur salaire dont on doit obtenir 100%. 100% du meilleur salaire. C'est ça. Ça veut dire le salaire doit être du salaire à vie. Lorsqu'on entre en retraite, on n'est pas libéré du travail. On va au contraire enfin pouvoir travailler parce qu'on est libéré de l'emploi. On n'a plus besoin de passer par le marché du travail pour être payé. Toutes les enquêtes de sociologie avec les retraités sur leur rapport au travail vont toutes dans le même sens. On n'a jamais été aussi heureux de travailler. On n'a jamais autant travaillé. Je parle de ceux des retraités qui ne sont pas dans la survie, hein, c'est-à-dire les hommes, hein, pour l'essentiel. La retraite moyenne des femmes, 900 €. Hein. La retraite moyenne des hommes, 1600 €. Quand on interroge des retraités, hommes ou femmes, qui ont une pension proche de leur salaire, disons entre 70 et 100% de leur salaire d'activité, on a toujours la même réponse. Hein. Je n'ai jamais été aussi heureux de travailler. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont plus besoin de passer par le marché du travail pour travailler. Ils n'ont plus besoin c'est-à-dire pour produire de la valeur économique reconnue par un salaire. Ils ont enfin un salaire à vie. Hein. Donc, toute la bagarre, ça a été salaire à vie pour la retraite. Et c'est pour ça que les réformateurs, depuis Rocard, ça a commencé avec Seguin en 87, d'accord? Et ensuite Rocard, livre blanc. De toute façon, dès que vous avez une saloperie, il y a toujours Rocard derrière. Hein, c'est le penseur en chef de la réforme. Bon. Rocard et Delors, il faut toujours les mettre ensemble, c'est le même tonneau, ces gens-là même. Delors, c'est les ANI, hein, les accords nationaux interprofessionnels. C'est caricature de démocratie, mais cette perversion de l'esprit public, hein, qu'est l'accord national interprofessionnel, contre lequel il faut se battre comme des chiens, et d'abord commencer à ne pas y participer. Hein. C'est au MEDEF sur un texte du MEDEF, toujours. Hein. Les syndicats ne peuvent qu'amender à la marge le texte patronal. Et on prétend que c'est de la négociation. Il n'y a jamais de texte syndical dans une négociation interprofessionnelle. Jamais, c'est interdit. Bon, c'est pas la négociation, ça. C'est le MEDEF qui a la règle du jeu en permanence. Donc ça, il s'agit évidemment de s'en débarrasser de ce genre de... Notre agenda militant pourrait déjà gagner du temps si les militants ne passaient pas leur temps à négocier avec le patronat sur des trucs où on est sur la défensive, où on perd toujours quelque chose de toute façon, hein, ou à dénoncer les accords, etc. Enfin, il y en a mieux à faire. Hein. Donc, mais j'en reviens à la retraite. Les réformateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent supprimer les 75%, ils veulent supprimer le salaire de référence. Ils ont déjà passé des 10 meilleures années aux 25 meilleures, et la CFDT fait une campagne permanente pour que ce soit toute la carrière, et pas simplement les 25 meilleures années. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre la carrière, le travail passé, les cotisations passées au cœur de la retraite. C'est-à-dire, encore une fois, de lire 45 comme de la solidarité, et non pas comme l'invention d'un nouveau rapport au travail. Les retraités produisent leur pension, dès lors que c'est du salaire. Et quand je vois des mots d'ordre, la pension doit être à un niveau décent, je suis absolument scandalisé. La pension doit être la continuation à vie du salaire, du meilleur salaire. Et en supprimant les annuités du calcul, ça, c'est une avancée que n'avait pas fait le mouvement ouvrier quand il était à l'offensive. Il n'a pas pu aller jusque-là. Mais il faut bien sûr supprimer les annuités. Si la contrepartie de la pension qu'ont les retraités, c'est leur travail actuel, ben, il n'y a aucune raison qu'on calcule leur pension en fonction de la durée de leur travail dans l'emploi. C'est une concession à la logique du capital dont il faut se débarrasser. Imaginez quelle va être la pension des femmes lorsque on va obtenir, mais pour l'obtenir, il faut commencer par le revendiquer, ce que nous ne faisons pas.
lorsque l'on va obtenir que la pension se soit à 55 ans, 100% du meilleur salaire, quelle que soit la durée de cotisation. Nous n'aurons plus la différence homme-femme. Les femmes, parce que c'est des femmes, d'accord, et donc que la seconde journée, c'est très utile mais pas productif, enfin, je vous renvoie à la petite chanson habituelle, d'accord, les hommes s'en exonèrent de la seconde journée, d'accord, mais honorent beaucoup les femmes pour cette seconde journée. Hein. Ma chérie, non, bien sûr. Bon. Quand ils ne se barrent pas, hein, mais enfin ceux qui ne se barrent pas, ils honorent beaucoup. Les femmes, à cause de la seconde journée, bien qu'elles aient des diplômes supérieurs aux hommes, elles sortent de l'école plus diplômées que les garçons, pour des raisons qui ont été analysées d'ailleurs, mais enfin ça c'est pas mon domaine, je n'aurai pas causé de ça, elles ont une carrière de moins de qualification puisqu'elles ont en gros un salaire à 60 ans qui est inférieur de 20% à celui des hommes. Miracle de la retraite, le salaire de 20% en moins devient une pension de 40% en moins. L'origine du miracle est simple, c'est le fait de prendre en compte la durée de cotisation. Et si vous avez certes des protestations, mais aucune action collective syndicale d'envergure pour en finir avec ce scandale de la pension des femmes, vous avez des dénonciations, mais aucun mot d'ordre à ce propos. C'est parce que la seule façon d'en finir avec cela, c'est de supprimer les annuités dans le calcul de la pension. C'est-à-dire que si vous sortez un tract en disant « retraite à 55 ans, à 100% du meilleur salaire, quelle que soit la durée de cotisation », vous ne pouvez pas balancer le tract sans faire de la politique. Parce que celui qui va lire ce tract, il va dire « mais t'es fou ». Et c'est là qu'il va falloir que vous causiez et que vous fassiez de la politique, automatiquement, que nous fassions de la politique. Pour dire, mais la pension, telle que des générations de militants l'ont construite contre l'Agirc-Arrco, ça n'est pas la contrepartie du travail passé. Et c'est pour ça que ça devait être dès 55 ans. À 55 ans, on a encore plein d'années devant ça. Mais justement, c'est déjà bien tard pour se libérer de l'emploi à 55 ans. Dès 55 ans, il s'agit non pas d'entrer dans une vie de loisir après une longue carrière de travail. Moi, j'ai 68 ans, j'ai aucune envie de me trouver tous les jours dans une grande vie de loisir. J'en ai rien à cirer. Et j'espère bien être jusqu'à ma mort contributeur de la valeur économique comme tout le monde. De même que les femmes ont commencé à récuser le fait qu'on nie qu'elles soient contributrices de la valeur économique. Aujourd'hui, nous admettons que les retraités ne contribuent pas à la valeur économique. Vous vous rendez compte la violence qui est faite aux retraités en disant « Ah, vous êtes utile, mais vous ne contribuez pas à la valeur économique. » Vous vous rendez compte? Moi, j'entends bien contribuer à la valeur économique jusqu'à ma mort, et donc être payé jusqu'à ma mort. Et c'est ça qui a mobilisé les militants dans les années 50, 60, lorsqu'ils conquièrent une hausse massive des cotisations retraite. Vous croyez que ça s'est fait comme ça? Parce que c'était l'époque qui voulait ça, parce que le patronat était dans les choux. Le patronat n'a jamais été dans les choux. Et l'époque n'a jamais voulu ça. Il y a eu des organisations décidées à faire en sorte que le salaire soit à vie et non pas lié à l'emploi. Voyez donc, mais du coup je dessine un tout petit peu les pistes d'une offensive. Hein. Les pistes d'une offensive, c'est nous battre pour faire le lien entre tous ces trentenaires qui cherchent dans la galère du RSA à échapper au marché du travail, leur dire « mais vous avez droit au salaire à vie » parce qu'il a déjà été conquis pour les retraités et pour les fonctionnaires.
pas assez encore pour les retraités. Il faut supprimer les annuités dans le calcul des pensions. Alors que notre axe, c'est comment ajouter des années aux annuités dans le calcul des annuités. Oui. Nous sommes entièrement piégés. On se croit progressiste parce qu'on dit on va compter les années d'études dans les annuités, mais on est entièrement réactionnaire. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé que j'ai droit à la retraite. Ce n'est pas parce que j'ai cotisé, que j'ai été solidaire que j'ai droit à la retraite. J'ai droit à la retraite parce qu'un mouvement ouvrier révolutionnaire a conquis une autre définition du travail que sa définition capitaliste. Et donc, si nous sommes sur ces positions-là clairement, nous allons pouvoir nous adresser aux jeunes à 18 ans, non pas avec notre foutue allocation d'autonomie pour la jeunesse, et notre sécurité du parcours emploi-formation, qui sont des mots d'ordre réactionnaires, je le dis fermement, comme communistes, puisque ce sont ceux de mon parti. Mais c'est aussi ceux du Front de gauche, hein, parce que le programme Luma d'abord, hélas, il n'est pas mieux, hein, c'est pareil. Hein. Je précise tout de suite, je vote base commune, hein, d'accord, hein. Je ne m'emmerde pas à être oppositionnel dans le Parti communiste, ça ne sert à rien tout ça, hein, je vote base commune, d'accord, bien. Pour les initiés comprendront ce que je veux dire. Bon, les autres, tant pis pour eux, mais enfin, ceux qui sont communistes sauront ce que je veux dire. La base commune, c'est la base présentée par la direction du parti, lors des congrès. C'est le texte que présente la direction. Moi, je vote toujours le texte que présente la direction. Voilà. Ensuite, j'ai fait mon boulot, d'accord? C'est ce que je fais ce soir, d'accord? Il n'y a que ça qui est efficace. Je n'ai pas essayé de convaincre Laurent qu'il faut changer le programme. Ça ne sert à rien, je ne le convaincrai jamais. Je suis dans sa section, d'ailleurs, dans le 20e arrondissement. Mais ça ne sert à rien, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que les communistes à la base, que les cégétistes à la base, les militants de Solidaire à la base, les militants du parti de gauche à la base, etc., les militants d'Attaque à la base, arrêtent avec cette aliénation de la Sécu comme solidarité et voient bien que si nous posons les conquêtes de Croizat et de Thorez, de Marcel Paul pour l'EDF et de Charles Tillon, on n'en parle jamais parce qu'il a quitté le Parti communiste en étant exclu. Alors celui-là, il a disparu des photos officielles, d'accord, mais enfin, il en a fait des choses, hein, Tillon, bien sûr. Hein. Ce qu'ont fait tous les militants, que ceux-là, dont ils étaient l'expression politique en vue, ce qu'ont fait tous ces militants, c'est inventer une autre pratique du travail qui repose sur le salaire à vie, qui repose sur le fait qu'on est copropriétaire d'usage de son lieu de travail, le fait qu'on ne fait pas appel au crédit. Vous voyez que si nous revendiquons du crédit public, nous sommes dans une revendication absolument réactionnaire. Qu'est-ce que fait la cotisation? Je termine là-dessus. Hein. Ce que fait la cotisation, prenez par exemple l'hôpital, la cotisation maladie. La cotisation, elle se substitue au crédit pour financer l'investissement. Lorsque, dans les années 60, on crée les CHU, ceux qui sont les plus âgés d'entre nous mesurent ce que ça a été. Hein. Dans les années 50, l'hôpital, c'est encore un mouroir, hein, avec une terreur populaire. Surtout pas, l'hôpital, on en sort les pieds devant. Et vous avez une formidable sanitarisation de l'appareil de soins, alors qui est discutable par ailleurs. Je connais tous les discussions sur la perversion d'une forme de technicité de l'appareil de soins qui fait que le diagnostic clinique disparaît au bénéfice de protocoles. Je connais tout ça, bon, d'accord. Mais il n'empêche que il y a eu un progrès énorme dans la production de santé dans les années 60. Et que ce progrès énorme est passé par la salarisation de l'élite du corps médical, qui est devenue salariée à l'hôpital,
par le lien entre l'hôpital et l'université, donc création des centres hospitalo-universitaires, par en aval de tout ça, la transformation des hospices en hôpitaux de jour, enfin, etc., etc., etc. Aujourd'hui encore, les CHU, les CHR sont les plus gros employeurs des communes où ils se trouvent. Cette formidable sanitarisation s'est faite moyennant un investissement considérable. Tous ceux qui travaillent dans un CHU ou qui y vont comme patients voient bien que c'est une usine. Hein. Il y a un investissement absolument énorme. Comment est-ce qu'a été financé l'investissement qui a créé les CHU? Par un appel au marché des capitaux? Pas du tout. Par une augmentation de la cotisation maladie. Alors on a ponctionné, mais pas du tout. La cotisation, elle ne ponctionne sur rien. La cotisation, elle a reconnu la valeur nouvelle qui était créée par le travail des soignants. Et aujourd'hui, les soignants contribuent pour 10% au PIB. Plus que les agriculteurs, 6%, enfin, etc., etc. Bien plus que l'automobile, etc., etc. Bien plus que l'armement, enfin, etc., etc. Bien. Or, cette contribution des soignants au PIB est le fait de gens qui travaillent sur un outil qui n'a pas été financé par la propriété lucrative, qui n'a fait appel à aucun crédit, fût-il public. La cotisation maladie augmentée va à des caisses qui subventionnent l'investissement. Subventionner l'investissement, c'est supprimer le crédit. En quoi c'est absolument décisif de se battre pour la suppression du crédit et non pas de se battre pour le crédit public. Se battre pour le crédit public, pour le public de crédit, en fait, etc. Le fait que la BCE puisse financer les dépenses publiques, en fait, etc., etc. Revendication dont je dénonce le caractère réactionnaire, par rapport à ce qui a été créé avec la cotisation sociale, pas réactionnaire en soi, hein, par rapport à ce qui a été créé avec la sécurité sociale. Ça montre l'effondrement idéologique dans lequel nous sommes depuis 30 ans, ce type de revendication. Revendiquer un pôle public de crédit, c'est légitimer le crédit comme financeur de l'investissement. Or, quelle est l'origine du financement d'investissement par crédit? Nous produisons 2000 milliards par an. Ça, c'est la valeur ajoutée, telle qu'elle est calculée par la somme des valeurs ajoutées des entreprises, des services publics, etc. Ces 2000 milliards sont appropriés pour 35% par des propriétaires lucratifs. 700 milliards de profits. Les propriétaires directs, les actionnaires, les prêteurs. Aujourd'hui, beaucoup les prêteurs, puisque la centralisation financière du capital fait que le prêteur empoche une grosse partie du profit, plus que le propriétaire direct éventuellement. Et de toute façon, ces 35% sont piqués sur notre travail. Alors, après nous avoir piqué 35%, les propriétaires nous prêtent. Je te pique, je te prête. Tu me rembourses. Tu me rembourses avec un rendement de 15%, alors que le PIB augmente de 2%. Moi, je veux 15%. Sinon, je ne prête pas. L'origine du crédit pour financer l'investissement, c'est la prédation capitaliste. C'est nous qui produisons l'investissement. Chaque année, nous avons 2000 milliards et les 400 milliards seulement qui vont à l'investissement. Sur les 700 milliards de profits, il n'y a que 400 qui sont investis. Il y en a 300 qui vont en dividendes après investissement. Et en taux d'intérêt des prêteurs. En frais financiers des entreprises. Qui ensuite servent à la spéculation. Certainement pas à la production. La spéculation ne produit rien. La spéculation, elle centralise le profit dans les mains des portefeuilles financiers. 300 milliards du profit est une ponction absolument parasitaire du capital.
Mais les 400 milliards qu'ils nous prêtent, ils ne nous les prêtent que parce qu'ils nous l'ont piqué. Ces 400 milliards, c'est nous qui les produisons. Il n'y a aucune raison que nous légitimions le crédit pour financer l'investissement. L'investissement, il est financé de deux façons. Il est financé par attribution au renouvellement du matériel qui produit, du matériel qui peut être immatériel au demeurant, ça peut être un logiciel, bien sûr, hein. Enfin, au renouvellement de l'outil de travail. On ne consomme pas tout dans la consommation finale, une partie de ce qu'on produit va au renouvellement du travail. Il le faut, il ne faut pas qu'on consomme tout, il faut bien attribuer une partie de ce qu'on... Mais c'est nous qui le produisons, il n'y a aucune raison qu'on nous le prête, on vient de le produire. Et puis la deuxième financement de l'investissement, c'est la création monétaire. Pourquoi? Parce que l'investissement, ce n'est pas simplement le fait de renouveler l'outil de travail à partir d'une partie de la valeur qu'on est en train de produire. C'est aussi faire un pari sur l'avenir. Et créer des investissements, l'investissement net, comme on dit, des investissements qui excèdent ce que l'on est en train de produire en produisant une création monétaire qui anticipe la valeur qui va être produite grâce à cet investissement. Ça va? Vous pigez le raisonnement? Le financement de l'investissement se fait soit en affectant une partie de la valeur qui est produite, ça on comprend ça je pense, hein, au renouvellement de l'outil et non pas à la consommation finale, parce qu'il faut bien renouveler l'outil et affecter une partie de ce qu'on produit au renouvellement de l'outil. Mais ça ne suffirait pas. Une partie de l'investissement, c'est aussi une anticipation sur une valeur nouvelle qui va être créée grâce à un investissement nouveau qui va générer une valeur nouvelle. Et on anticipe cette valeur, qui va mettre des gens au travail, d'accord, lesquels vont générer. L'investissement ne génère aucune valeur, bien sûr. Hein, il n'y a que le travail qui génère de la valeur. Et voilà, on anticipe, c'est un pari sur l'avenir, la création monétaire, on anticipe la valeur nouvelle qui va être créée par une création monétaire. Mais il n'y a aucune raison que cette création monétaire se fasse par crédit. Je voudrais quand même que... Moi, je suis triste hein, qu'au Front de gauche, nous soyons tellement en désarroi intellectuel que ces questions-là, archi simples, et si on les développait vraiment, mais on pourrait entraîner des adhésions considérables. Moi, je le vois bien concrètement, je le vois concrètement, cela. Hein. Quand je vois le nombre de dieux qui s'éveillent lorsqu'on dit ces choses extrêmement simples, c'est de l'espoir qui renaît. Hein. Des portes qui s'ouvrent. Il n'y a aucune raison de créer de la création. Comment se fait la création monétaire aujourd'hui? C'est par des prêts bancaires. Donc, vous voyez, le capital, il nous ponctionne à la fois en prenant une partie de ce que nous produisons, d'accord, en ce moment, et en nous obligeant à rembourser la monnaie qui reconnaît la valeur que nous allons produire demain. Alors qu'il n'y a aucune raison de rembourser la monnaie qui reconnaît la valeur que nous produisons, aucune. Voilà de la monnaie qui enrichit sans raison le prêteur. Et ce n'est pas compliqué à faire des tracts qui expliquent tout ça, d'accord? Et qui nous sortent de l'impasse dans laquelle nous sommes avec notre foutu pôle public de crédit. Nous revendications que dans les régions, on diminue le crédit aux PME par de l'argent public. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on enrichit les actionnaires des banques avec de l'argent public pour diminuer le taux de crédit aux PME. Et on en fait gloire. Moi, j'ai lu, hélas, des comptes rendus d'activité des élus Front de gauche dans les régions. Nous avons baissé le taux d'intérêt aux PME. En donnant la banque demande 8%, ah ben non, ce sera 4% pour la PME, et puis la région donne 4% à la banque. Ben c'est ça qu'on fait, c'est ça que font nos élus.
Et ils le font en toute... c'est là que je parle d'effondrement idéologique, d'accord? Je ne les mets pas en cause, ce sont des gens remarquables, etc. C'est pas... vraiment, il faut que ce soit clair, je ne suis pas là pour donner des leçons. Nous ne pourrons sortir du marasme dans lequel nous sommes avec une perte d'élus à chaque élection en disant « ben non, c'est pas une perte aussi grosse que ce qu'on disait ». Alors, il y a des trucs dans l'UMA, au lendemain d'élection, tarabiscotés. On essaie de nous convaincre qu'on n'a pas paumé, enfin bon, alors qu'on paume tout le temps depuis 30 ans. Nous ne pourrons sortir, mais ce que je dis là, ça vaut aussi pour le NPA, les anards, le Front de gauche dans sa généralité, le Parti de gauche et tout ça, nous sommes pris dans le même reflux, hein, bien sûr. Nous ne pourrons sortir de ce marasme que si nous assumons le caractère révolutionnaire de ce qui a été créé en 1945 étant, comme tu le rappelais, une date emblématique d'un mouvement qui a été beaucoup plus long, sur des dizaines d'années, bien sûr. On ne fait pas de choses comme ça, il n'y a pas de grand soir en matière révolutionnaire, hein, bien sûr, c'est un long travail de mobilisation. Et une des clés décisives, c'est de voir que nous pouvons, en augmentant la cotisation, qui ne sera en aucun cas une ponction sur quoi que ce soit, qui sera la reconnaissance d'une valeur alternative à la valeur capitaliste. En augmentant massivement les cotisations, en affectant à la cotisation ce qui est aujourd'hui affecté aux dividendes. Il ne s'agit pas de taxer les dividendes, il s'agit de les supprimer, c'est tout à fait différent. Donc de nous battre pour la propriété d'usage des entreprises, en étant fidèles à notre histoire, nous avons toutes les clés pour retrouver l'offensive.